Alors, euh, donc j'ai dit la dernière fois, on a vu donc le chevauchement. On a vu donc le chevauchement. On a vu donc le chevauchement. Est-ce que vous voyez le partage? Oui, Voilà. Donc, j'ai dit la dernière fois, on a vu donc la notion donc d'adressage de mémoire. On a vu que le microprocesseur donc utilise l'adressage logique, c'est-à-dire toutes les adresses mémoire sont vues par le microprocesseur sous forme de deux valeurs. La valeur donc registre segment et la valeur registre de déplacement. Donc, dans le registre de segment, on trouve l'adresse logique de base du segment, c'est-à-dire l'adresse de début du segment, qui est sur 16 bits, et le déplacement effectué à l'intérieur de ce segment pour arriver à un emplacement mémoire. Et ce couple de valeurs, dont chacun sur 16 bits, forme ce qu'on appelle adresse logique. Et donc, alors, quand il veut donc s'adresser à la mémoire, tout simplement, il fournit donc deux valeurs, registre segment, registre déplacement, et ensuite c'est à l'unité de calcul d'adresse de convertir cette adresse logique en une adresse physique. Comment? Comme vous voyez ici, elle multiplie la valeur du registre segment par 10H, ce qui donc permet d'avoir une valeur sur 20 bits, et elle lui ajoute tout simplement le déplacement pour avoir l'adresse physique exacte correspondant à l'adresse logique. On a dit que toute adresse logique lui correspond une seule adresse physique. Euh, on a vu donc tous les segments ont la même taille. Euh, ils sont tous donc de taille 64 kilo. Et pour le 8086, il peut donc accéder à un espace mémoire maximum de 1 mégaoctet, parce que 2 puissance 20 donne 1 mégaoctet, pardon. Ce 1 mégaoctet, si on le divise par 64 kilooctets, donc on obtient 16 segments de 64 kilooctets adjacents, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre. Ensuite, on a dit que la plupart des programmes ont des tailles inférieures, vraiment inférieures beaucoup, hein, à 64 kilooctets, ce qui fait que ne vont pas occuper la totalité dans l'espace des segments, alors ils vont occuper juste une petite partie. Alors donc l'idée, pourquoi ne pas exploiter l'espace libre des segments utilisés par les programmes, hein, c'est-à-dire c'est de permettre à un segment d'exploiter ou d'utiliser l'espace libre d'un autre segment. Comment? En appliquant tout simplement le chevauchement, hein, le chevauchement. Vous avez donc le chevauchement partiel. Ça, c'est dans le cas où, euh, voilà, ici, vous voyez, euh, sinon je reviens, voilà, regardez, par exemple ici, vous voyez, j'ai donc mon programme qui est composé de deux segments, segment bleu, segment de données par exemple, segment rouge, segment de code. Voilà, donc dans le segment bleu, j'ai de l'espace libre, segment rouge aussi j'ai l'espace libre. Donc afin de permettre au segment rouge d'utiliser l'espace libre du segment bleu, j'applique le chevauchement partiel. Vous voyez, je décale, voilà, je déplace mon segment, hein, je déplace mon segment jusqu'à la première adresse libre divisible par 10H. Et puis, attention, toutes les adresses physiques de base des segments sont des adresses divisées par 10H, ça veut dire par 16. Ça veut dire elles se terminent par un zéro en hexadécimal. Il y a aussi le chevauchement total. Ouais, là, donc, vous aurez des segments superposés l'un sur l'autre. Voilà. Hein, c'est une technique. Aujourd'hui, on va terminer donc par la pile. Regardez la pile. C'est quoi la pile? La pile, je ne sais pas ce que vous avez fait. Des applications, s'il vous plaît.
Euh, Désactivez le son, s'il vous plaît. Désactivez le son, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Voilà. Donc j'ai dit, euh, la pile, je pense que vous l'avez vu en algorithmique en première année. C'est quoi la pile, tout simplement? C'est un espace mémoire dont l'accès se fait suivant le principe niveau. Hein, c'est comme un cylindre qui est fermé donc du bas et on ne peut donc accéder que par le haut pour mettre des données et retirer des données. Et bien sûr, les données donc sont placées l'une après l'autre. Euh, alors, quelle est l'utilité de la pile? Souvent, la pile est utilisée pour stocker euh, des données temporaires, aussi pour stocker l'adresse de retour. Vous avez vu donc les appels aux fonctions et procédures. Alors, quand un programme fait appel à une fonction automatiquement, avant d'aller exécuter la fonction, je dois sauvegarder l'adresse de retour au programme appelant, hein, pour que, quand une fois, c'est-à-dire une fois l'exécution de la fonction est terminée, là, je dois reprendre l'exécution du programme appelant. Mais pour pouvoir faire cela, il faut, au départ, sauvegarder l'adresse de retour au programme appelant. Alors ici, par exemple, regardez, l'accès à la pile est séquentiel, bien sûr, suivant le principe qu'il faut. Euh, on peut pas empiler et dépiler en même temps, c'est-à-dire on peut soit empiler, soit dépiler. C'est-à-dire on peut pas faire les deux opérations à la fois, en même temps. Alors, il faut savoir que tous les éléments de la pile sont sur 16 bits. C'est-à-dire, quand j'utilise des fonctions empiler, dépiler, il faut savoir que ces deux fonctions manipulent des données de type Word. D'accord? Donc, quel est l'effet de ces fonctions? Je prends empiler. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez comment elle travaille. Elle fait SP, soit SP-2. Attendez, je préfère vous montrer ça à travers un schéma. Hein, je préfère sélection des objets. Donc, c'est pas pratique. Là, il y a des exemples. Pas du tout. Là, voilà. Je vais ici, donc là, je l'ai marqué. Alors, regardez donc à travers donc le schéma. Alors, regardez donc, voilà. Là, donc, je vais l'appeler pile. Alors, il faut savoir que la pile se trouve dans le segment de pile, le segment SS. D'accord? Elle se trouve dans le segment de pile. Alors, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour la valeur de SS, monsieur. Hein? Elle change. La valeur de segment du registre SS. Là, elle ne Elle change est... pas parce qu'une fois le segment donc, euh, c'est-à-dire a eu son adresse, elle restera donc figée tout au long de l'exécution du programme. D'accord? Ce qui change, c'est le SP, c'est le son des piles. Quand on empile, on dépile, c'est lui qui varie. D'accord? Et Donc, le SS au début, il se trouve في la base تاع la pile ولا في الفوق. c'est pas le SS, c'est le SP qui se trouve à, donc, je vais vous montrer un exemple. D'accord? Alors, regarde. Donc, je prends, copier,
Donc je vais alors, alors, voici par exemple le segment SS. Ça c'est ça c'est la mémoire centrale. Ça c'est j'en ai- donc là, j'ai bien pris un droit. Sinon, je la laisse bien. Ça, c'est donc ce qu'on appelle donc. Voilà. Donc voici le segment. Ça c'est l'adresse du segment SS. Vous voyez, là c'est le segment SS qui se trouve donc au niveau de la mémoire centrale. Vous voyez, donc voici l'adresse physique du segment SS. Donc là, je sais que sa taille, c'est bien 64 kilooctets. Hein? Euh, alors, je vais insérer un peu comme ça. Voilà, voilà donc c'est pas grave. Je fais comme ça. Oui, oui, voilà, vous voyez la taille du segment. Alors, je sais que la pile donc va occuper la totalité de l'espace du segment. Et donc, automatiquement, mon registre SP, qui joue le rôle du registre déplacement, c'est-à-dire celui qui contient le déplacement effectué à l'intérieur du segment SS pour arriver au sommet de pile. Il pointe toujours sur le dernier élément placé dans la pile. C'est pour ça qu'on appelle le pointeur de sommet de pile. Et donc, euh, si donc je fais ça, regarde, donc là, c'est le SP. C'est donc le registre SP. Donc, monsieur, qu'est-ce qu'on appelle faire le SP sur la dernière adresse du segment. Voilà, très bien, la dernière adresse du segment. C'est-à-dire, il pointe sur le fond. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire là, sa valeur maximale, normalement, c'est FFF. Hein? C'est-à-dire parce que, en suivant le principe donc de l'accès à la pile, hein, donc on pointe sur le fond. Ça veut dire le déplacement 0 se trouve ici. Déplacement, donc le max, il est ici. Vous voyez? Alors, quand on empile, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Regardez, donc là j'ajoute, regardez, donc c'est ça, ça c'est pour, oui, ça c'est pour empiler, ça c'est pour empiler, donc, je mets U, voilà, alors regardez, si je veux par exemple empiler une donnée,
Je demande si on peut juste patienter parce que j'aimerais bien faire des exemples plus clairs. Regardez quand j'empile, qu'est-ce qui va se passer? Copier, automatiquement, ici, prendre. Voilà. Alors, quand on empile, qu'est-ce qui va se passer? Quand on empile, euh, euh, regarde. Donc là, je mets une flèche. Ça, c'est l'opération empile. Là, je fais une autre feuille. Voilà. Qu'est-ce que j'empile? J'empile par exemple la valeur. Hein, par exemple la valeur 1, 2, 3, 4, H. C'est bien une valeur sur 16 bits. Donc là, je vais empiler la donnée. Voilà, empiler la donnée. 1, 2, 3, 4 H. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Empiler consiste d'abord à décrémenter SP de moins 2. Donc, automatiquement, SP, donc, il va donc se déplacer. Hop, moins 2. Si je suppose que voici ma donnée à empiler, voilà. Donc, c'est une donnée 1, 2, 3, 4 H. Alors, voilà. Voilà. Vous voyez comment SP donc a changé de position. Là, j'ai empilé la donnée 1, 2, 3, 4 H. Pourquoi moins 2? Parce que la donnée est sur 16 bits. Voilà, ça c'est pour un empile. Maintenant, pour dépiler, c'est le sens inverse. Alors, qu'est-ce que je fais tout simplement? Donc, je viens ici. J'espère que ça va. Là, c'est dépiler. Dépiler la donnée. Là, je vais donc dépiler voilà, la donnée du son. Voilà. Ça donc, on va se retrouver donc. monsieur, Oui, دير بي اس بي واش ما ادريس يكون بوينتي ليها شكون لابي الفارغه 000. SP, وي c'est l'adresse maximale, c'est-à-dire c'est l'adresse du fond du segment. Je sais que le déplacement, c'est-à-dire la première cellule du segment, son déplacement c'est 0.
la dernière cellule du segment, son déplacement, c'est F, 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 4 fois F. Ouais. Ah oui, Donc là, le d'accord. SP pointe sur la dernière cellule. Comme ça, donc on peut exploiter la totalité de l'espace du segment. D'accord? Pour ça, درنا moins 2. Je نرجع لور. Voilà, très bien. C'est pour ça, parce qu'on on a initialisé SP, hein, au fond de la pile. Vous voyez? Alors quand on empile, on va dans cette direction. Quand on dépile, c'est l'inverse. D'accord? Là, donc, Oui, là, c'est dépilé. Là, c'est dépilé. Vous voyez? Donc, dépiler, empiler, donc, ce sont deux opérations très simples. Et c'est pour ça qu'on conseille de ne pas toucher la valeur du registre SP. Parce que la pile est gérée par le système, hein. Donc, si vous touchez la valeur du sommet de pile, là, vous risquez de perdre, c'est-à-dire la trace d'exécution des programmes. C'est-à-dire, imaginez si par exemple un programme a fait un appel à une procédure, et au moment de l'exécution, on sait très très bien quand un programme fait appel à une procédure, automatiquement, avant l'exécution de la procédure, le système va sauvegarder dans la pile l'adresse de retour. Ça veut dire que le système va toucher la valeur du sommet de pile. Alors imaginez-vous, au moment de l'exécution de la procédure, vous modifiez le pointeur, c'est-à-dire vous modifiez la valeur de SP, c'est-à-dire l'adresse du sommet de pile. Et là, si vous faites ça, une fois l'exécution de la procédure est terminée, là, le système automatiquement va accéder à la pile pour récupérer l'adresse de retour, pour reprendre l'exécution du programme appelant. Et là, à ce moment-là, on va donc dépiler la mauvaise adresse parce que le sommet de pile, ou bien le pointeur du sommet de pile, hein, a été modifié. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il est déconseillé de toucher le registre SP. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. J'ai dit donc, ce registre que vous voyez ici est modifié Ouais. automatiquement par le système. Vous, quand vous écrivez un programme, et dans votre programme, vous avez une fonction ou bien une procédure. D'accord? D'accord. Et Oui. au niveau de votre programme, quand vous faites appel à une procédure, qu'est-ce qui va se passer? Attendez, donc je l'ai ici dans le programme. Regarde, voilà. Voilà, là, il y a un cas d'utilisation de l'appli. Donc, au niveau de votre programme principal, regardez, quand il s'exécute, là, il fait appel à une procédure. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Avant d'aller exécuter, ça c'est le système qui le fait, hein. Avant d'aller Oui. avant d'aller exécuter la procédure, le système va sauvegarder l'adresse de retour à l'appli, au programme appelant, et cette adresse D'accord. sera sauvegardée dans l'appli. Elle est sauvegardée D'accord. par qui? Par le système. D'accord? Et la sauvegarde dans l'appli, ça veut dire qu'il va faire des empilements. Empiler l'adresse de retour au programme. Et donc cet empilement aura comme conséquence la modification du registre SP, de son IP, le pointeur de son IP. Et donc, D'accord. donc imagine, au moment de l'exécution de la procédure ici, par exemple, vous vous amusez, vous faites comme ça, SP, par exemple. Vous voyez, vous faites SP++. Là, vous avez modifié le sommet de pile. Parce que supposons que ce qu'on a empilé ici, c'est l'adresse de retour au programme. Alors, si vous faites ça, ça veut dire que le sommet de pile va bouger. Il va changer de position et il ne va plus pointer sur l'adresse de retour. Et là, à la fin de l'exécution de la procédure, il y a donc le retour, return, ret. Donc, le retour au programme. Alors, cette instruction fait quoi? Tout simplement, elle dépile. Elle dépile l'adresse de retour pour reprendre l'exécution du programme appelé. Vous voyez? Ça veut dire que le système, le microprocesseur Oui. va accéder à la pile automatiquement. Il va récupérer le CS et le IP, c'est-à-dire l'adresse logique. Parce que l'adresse d'une instruction, c'est quoi? C'est le registre segment, parce que l'instruction se trouve dans le registre segment, et le IP. Le IP pointe sur la prochaine instruction exécutée. Alors, quand
mon microprocesseur accède à la pile pour récupérer cette adresse, là, il ne va pas trouver la bonne adresse de retour. Parce que le SP a été modifié ici. Hein. D'accord. Donc là, on perd la trace ou l'adresse, l'adresse donc, où se trouve l'adresse de retour au programme. Vous voyez? D'accord. Voilà. On peut donc l'utiliser aussi pour, regardez. Donc, par exemple, là, vous avez des cas d'utilisation. Soit un programme qui appelle une procédure, c'est classique. Alors, vous avez donc ce qu'on appelle appel intrasegment. Qu'est-ce que ça veut dire intrasegment? Ça veut dire que le programme, bon, je préfère de ne pas vous encombrer, donc ça, ce qu'on revient sur ça, on a tout l'exercice. Alors, on termine par la dernière partie, euh, le fonctionnement du microprocesseur. Je pense que vous avez fait ça en première année, mais donc par rapport à 80-86, on va donc le détailler, c'est-à-dire plus explicitement. C'est-à-dire on va utiliser euh, des registres réels, hein, montrant comment une instruction est exécutée à l'intérieur, bien exécutée par le microprocesseur 8086. Regardez. D'abord, vous avez donc, une fois chargé, regardez, par exemple ici, vous voyez, supposons que j'ai un programme qui est en cours d'exécution, et ce programme automatiquement euh, a des variables, et ça va décomposer des données, des variables et des instructions. Alors quand vous compilez, vous générez l'exécutable, il faut savoir que est composé de, votre programme exécutable est composé de segments. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une séparation entre tout ce qui est données et instructions. Et donc, les données seront placées dans un segment qui s'appelle segment de données, et les instructions seront placées dans un segment qui s'appelle segment de code. Vous voyez? Alors, donc automatiquement, quand on charge le programme dans la mémoire centrale, et on affecte le processeur pour exécuter ce programme, alors qu'est-ce qu'il va faire le microprocesseur? Il va utiliser ces registres segments et ces registres de déplacement pour accéder au programme. Ou exactement, il va utiliser le registre CS pour placer l'adresse de base du segment de code, c'est-à-dire le segment qui contient les instructions du programme, et il va placer le déplacement de la première instruction du segment de code dans le registre IP. Et donc, vous avez le registre segment CS et le registre déplacement IP qui forment l'adresse logique. Alors, donc, comment le microprocesseur exécute votre programme, pardon. Alors, j'ai dit comment le microprocesseur exécute votre programme. Alors, donc d'abord, il utilise son registre segment CSIP pour accéder à la mémoire, exactement, à la prochaine instruction à exécuter. Voilà. Ce qu'on appelle, c'est la phase recherche-instruction. Donc, il accède à la mémoire en utilisant le bus d'adresse, bus de contrôle et bus de données pour lire l'instruction se trouvant à l'adresse logique CSIP. Regardez, voici comment les adresses logiques sont notées. Vous avez le registre segment, deux points, registre de déplacement. Ou bien j'utilise carrément les valeurs. Par exemple ici, regarde. Cette valeur représente la valeur registre segment.
Pardon. Et cette valeur représente la valeur registre de déplacement. Ça veut dire que, par exemple, l'instruction move ALX, vous voyez ici, se trouve dans le segment ayant l'adresse logique de base 0400H et a un déplacement égal à 100H. Vous voyez? Alors, une fois donc l'instruction récupérée, alors qu'est-ce qu'il fait le microprocesseur? Il incrémente le registre IP à l'instruction suivante. C'est normal parce que IP, c'est le compteur ordinal, pointe toujours sur la prochaine instruction à exécuter. Et donc, une fois l'instruction est lue par le microprocesseur, automatiquement, le microprocesseur fait avancer son registre de déplacement IP, hein, pour le placer sur la prochaine instruction à exécuter. D'accord? Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Une fois l'instruction est lue, elle sera automatiquement stockée où? Regardez, je reviens au schéma. Elle sera stockée dans la file. Vous voyez ici. Vous voyez la file? Dans la file d'instruction. Pour passer au décodage. C'est l'unité de contrôle qui est responsable sur ça. Et donc, une fois passée dans la file d'attente, elle passe au décodage, à la phase de décodage. Et donc, dans la phase de décodage, voilà, décodage, c'est pour faire quoi? C'est pour tout simplement identifier l'opérateur, parce qu'il s'agit d'une addition, soustraction, multiplication, et logique, décalage, vous voyez. Une fois donc, et voilà, non seulement l'opérateur, et les opérands. Les opérands. Si par exemple, mon instruction donc est une instruction par exemple de type A plus B, automatiquement, l'opérateur c'est plus, c'est l'addition. Là, les opérands seront A et B. Et donc, on sait très très bien que A et B, de point de vue algorithmique, sont des variables. Ça veut dire quoi une variable? Ça veut dire que c'est un emplacement mémoire. Mais au niveau matériel, au niveau hard, ces variables sont tout simplement des adresses mémoire. Vous voyez? Donc au niveau algorithmique, au niveau logique, on utilise le terme variable. Par contre, au niveau physique, on utilise le terme donc adresse mémoire. Alors, et là, C'est adresse logique ou bien physique. c'est une adresse logique. Parce que là, les données se trouvent où? Les données se trouvent dans le segment de données. Et donc, le microprocesseur, pour accéder, regardez, les données se trouvent dans le segment de données, qui est bleu ici. La même chose, pour accéder au segment de données, à un emplacement, à une variable, j'utilise le couple registre-segment DS, rappelez-vous, il est utilisé pour pointer sur les segments de données, et un registre de déplacement. Là, j'ai le choix. Je peux utiliser BX comme registre de déplacement, ou bien SE, ou bien DI. Ce sont donc les trois registres permis. Je ne peux pas utiliser par exemple le registre AX pour le déplacement. C'est interdit. Donc même si vous écrivez votre programme assembleur et vous lancez la compilation, là vous aurez une erreur. Oui. Euh, donc, donc là, que fait l'unité de contrôle? Donc elle fait tout simplement l'identification de l'opérateur et des opérants. Tout simple. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Cela, pourquoi identifier l'opérateur? Pour savoir quel est le circuit logique à utiliser pour réaliser ou exécuter l'opération. Si donc j'ai détecté un additionnel plus, ça veut dire que je dois utiliser le circuit logique additionnel, et ainsi de suite. La troisième étape, donc là je l'ai résumé, normalement il y a 5 phases, mais là donc j'ai abrégé, c'est l'exécution. Vous voyez, l'exécution. C'est bon. Alors, là, tout simplement, c'est l'unité de contrôle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va donc placer les opérandes, c'est-à-dire les valeurs des opérandes
dans les tampons d'entrée de l'UAL, et ensuite, elle active le circuit logique correspondant à l'opération. Vous voyez? Et donc, une fois donc activée, l'UAL n'a pas le choix. Elle a reçu donc, une fois l'ordre reçu, elle passe à l'exécution. Et elle génère le résultat. Une fois le résultat généré, qu'est-ce qu'elle fait en même temps? Elle positionne les flags du PSW. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une retenue, par exemple dans le cas d'une addition, est-ce qu'il y a une retenue, demi-retenue, parité, le signe, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, Monsieur, oui. monsieur, une question. Allez-y, allez-y, non, oui, je vous écoute. Concernant les opérands, le microprocesseur peut recevoir deux opérands en même temps. C'est-à-dire, C'est-à-dire, si j'ai A plus B dans l'instruction, lorsqu'il va faire la recherche, il va recevoir A et B. là, là, attendez, attendez, ce qu'on va voir justement dans le chapitre suivant, parce que au niveau de votre instruction, là, vous avez A plus B. C'est-à-dire, G, A, c'est le nom de la variable, plus c'est l'opérateur, B, c'est le nom de la variable. Maintenant, au niveau du décodage, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, j'identifie l'opérateur, et comme A et B sont des emplacements mémoire, là, je dois accéder à ces emplacements mémoire pour récupérer des valeurs correspondantes. Hein. Juste la question, parce que l'année dernière, si on veut faire une addition, j'ajoute le premier opérand, bah, j'ai le deuxième. J'ai pas compris. Par exemple, si j'ai A plus B, Hein? je fais, j'ajoute le A à l'accumulateur et après je fais une autre recherche où j'ajoute le B à l'accumulateur. Je peux Ça, pas ramener A et B en même temps. oui, 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 regardez. Oui, c'est parce que là, vous êtes passé en détail et comment donc les registres sont utilisés pour, euh, pour réaliser l'opération. Enfin, là, ce qu'on a vu, c'est comment donc, quelles sont les étapes principales d'exécution d'une instruction, ou bien les phases, ou bien le cycle d'exécution d'instruction. D'accord? Donc, certes, quand on fait une fois décoder, c'est normal que je vais récupérer la première valeur. Vous voyez. Ensuite, je récupère donc la deuxième et je passe à l'activation de l'IAM. Vous voyez. Mais donc là, je pense au structure machine. Vous avez vu ça, c'est d'une manière générale parce que le terme accumulateur, voyez, on l'utilise dans une manière générale. Euh, Euh, Maintenant, ces détails techniques, vous voyez, euh, c'est-à-dire, on ne les donne pas ici. Vous voyez, là, dans cette phase, c'est pour montrer le cycle d'exécution d'une instruction. D'accord? Déjà là, j'ai abrégé. Normalement, il y a cinq étapes. Là, je l'ai abrégé. D'accord? Et là, on parle d'une instruction algorithmique, c'est marqué pas dans le langage de programmation, mais c'est une Voilà, instruction voilà, voilà, microprocesseur. voilà, voilà, D'accord. voilà. Enfin, Ok, monsieur. il n'y a pas de quoi. Alors, donc maintenant, dommage, hein, on n'a pas vraiment, euh, pour écrire ces détails, c'est pas évident. Là, c'est un exemple. Donc, si vous voulez le dérouler, là, vous avez une section move. Move, ça veut dire affecter la valeur de x, à la valeur de la variable x au registre AL. Là, c'est l'addition. AL reçoit AL plus 40. Vous voyez? Alors, maintenant, on passe à la dernière étape, qui est tout simplement l'amélioration des performances. Alors, euh, j'ai déjà dit que le 8086 est utilisé comme un processeur pédagogique, c'est-à-dire il est utilisé beaucoup dans l'enseignement parce qu'il est simple, il n'est pas vraiment assez compliqué et permet vraiment de bien expliquer le fonctionnement de base des microprocesseurs d'une manière générale. Alors maintenant,
si je veux améliorer les performances des microprocesseurs, c'est-à-dire je veux accélérer donc et rendre donc la machine plus performante. Alors donc le principe est toujours le même. Par exemple ici, regardez, si je prends le diagramme de bloc du Pentium, vous voyez le Pentium ici, le Pentium. Alors j'ai toujours donc l'unité de contrôle que vous voyez ici. Là, je n'ai pas donc la file d'instruction du 8086 qui est donc sur 6 octets. Hein. Par contre, ici, donc, j'ai une mémoire cache. Vous voyez, et la mémoire cache, donc, peut aller jusqu'à donc une centaine de kilo-octets. Vous voyez, parce que la file d'instruction du 8086, c'est quoi? Je peux la considérer comme mémoire cache, parce que c'est un petit espace, c'est une petite mémoire, sauf qu'elle est sur 6 octets, elle ne peut contenir qu'une seule instruction à la fois. Allez. Là, regardez, vous avez les pipelines. Les pipelines, c'est quoi les pipelines? Les pipelines, donc, permettent d'exécuter ou d'appliquer le parallélisme au niveau instruction. Parce que le fait qu'on a vu ici les différentes étapes d'exécution des instructions, alors je peux donc dédier pour chaque étape une unité fonctionnelle. C'est-à-dire j'ai une unité donc de recherche et instruction, une unité de décodage, une unité donc exécution. Et alors, certes, quand une instruction passe de la phase recherche-instruction à la phase ou bien l'étape décodage, automatiquement l'unité qui s'occupe de la recherche-instruction est libre. Alors là, l'idée, c'est pourquoi ne pas affecter ou utiliser cette unité pour rechercher l'instruction suivante et de ne pas attendre jusqu'à la fin d'exécution de l'instruction courante. Et donc ça permet d'augmenter la vitesse de fonctionnement du microprocesseur, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est certes, si on veut augmenter, donc on doit tout simplement augmenter la vitesse d'horloge. Mais ce n'est pas toujours possible, parce que c'est à cause donc du réchauffement plutôt du microprocesseur, on ne peut pas augmenter la vitesse d'horloge. Donc c'est microprocesseur donc se chauffe rapidement, et donc l'idée consiste à chercher ailleurs, c'est-à-dire à utiliser d'autres technologies pour augmenter la vitesse d'exécution du microprocesseur. Donc les pipelines, c'est tout simplement pour exécuter des instructions, c'est-à-dire appliquer plutôt le parallélisme au niveau instruction. Donc, puisque mon instruction passe par plusieurs étapes, et je sais que chaque étape est traitée par une unité fonctionnelle dédiée à ça, alors, quand une instruction passe à l'étape suivante, automatiquement l'unité qui s'occupe de l'étape actuelle devient libre. Et là, donc, l'idée, pourquoi ne pas affecter cette unité pour l'instruction suivante sans attendre la fin d'exécution de l'instruction en cours. Et à un moment donné, je peux avoir, par exemple, euh, plusieurs instructions qui s'exécutent en parallèle. Sauf que chacune dans une étape. Donc, je peux avoir une instruction qui est à l'étape 3, l'autre à l'étape 2 et une autre à l'étape 1. Et comme ça, donc, je peux avoir 3 instructions qui s'exécutent en parallèle. Ça, en fait, donc, c'est une technique qui a vraiment beaucoup amélioré les performances des microprocesseurs. D'ailleurs, les microprocesseurs qu'on utilise aujourd'hui sont des microprocesseurs donc, qui utilisent la technologie pipeline. Je peux même dupliquer, par exemple, les unités de calcul, hein, de calcul. Vous voyez, donc, par exemple, ici, regardez, j'ai donc des registres pour les entiers, des registres donc, pour donc, tout ce qui est valeur à virgule fréquente. Le bus de données, vous voyez, il est sur 64 bits, bus d'adresse sur 32 bits, ce qui permet donc d'accéder à un espace de 32 gigaoctets, espace mémoire de 4 gigaoctets, hein. Voilà, donc ça c'est parmi donc la technique utilisée. Vous avez mémoire cache, regardez les mémoires cache. Je peux avoir des mémoires cache à l'intérieur du microprocesseur. Déjà là, j'ai deux niveaux, L1, L2.
Et à l'extérieur, j'ai aussi donc une autre mémoire cache, niveau 3, sauf qu'elle est plus grande que les niveaux 1 et 2. Et donc cette mémoire, tout simplement, est l'intermédiaire entre la mémoire centrale et le microprocesseur. Et même la technologie utilisée pour fabriquer ce type de mémoire est différente. Par exemple, là, vous avez SRAM, ça veut dire les mémoires vives statiques, hein. Et là, vous avez les mémoires dynamiques. Donc la différence, c'est que les mémoires statiques utilisent n'utilisent pas les condensateurs, c'est-à-dire elles ne nécessitent pas des rafraîchissements périodiques, contrairement euh, aux mémoires euh, dynamiques, parce que les mémoires dynamiques utilisent des condensateurs, et les condensateurs nécessitent un rafraîchissement donc électrique pour maintenir les données. Et, euh, et aussi, donc, l'avantage des mémoires statiques, c'est que l'accès est très rapide par rapport aux mémoires dynamiques. Et regardez, donc, c'est donc parmi les technologies permettant d'améliorer donc les performances des microprocesseurs. Voilà, j'ai expliqué même le pipeline ici, hein, vous pouvez jeter un coup d'œil, hein, voilà. Il y a aussi le format des instructions, parce que avec 8086, les instructions, donc, toutes les instructions générales peuvent accéder à la mémoire centrale. Justement, ce qui rend son jeu d'instructions compliqué. C'est pour ça, il est appelé euh, un microprocesseur à jeu d'instructions, hein, complexe. Euh, on a proposé, au lieu d'utiliser des instructions donc, CISC, ou bien la technologie microprocesseur de type CISC. Alors là, actuellement, on utilise des microprocesseurs RISC. Là, qu'est-ce qu'on fait? On limite, c'est-à-dire, on peut pas, c'est-à-dire, on ne permet pas aux instructions d'accéder à la mémoire centrale, mais plutôt en utilisant deux instructions seulement pour accéder à la mémoire centrale. C'est load et store. Ouais, si j'en veux lire, j'utilise l'instruction load. Si je veux écrire, j'utilise store. Bon, ça c'est juste à titre d'information. Donc, vous n'êtes pas obligé vraiment d'apprendre ça par cœur, mais juste pour savoir. C'est bien donc de savoir que les microprocesseurs qu'on utilise aujourd'hui utilisent donc ces technologies-là, RISC pour un jeu d'instructions donc réduit, simple. Utilise aussi les pipelines. Regardez les pipelines permettant de faire quoi, hein? Par exemple, j'ai cette instruction I1. Elle est dans la phase décodage, plutôt chargement. Ça, c'est la phase décodage. Et ça, c'est la phase exécution. Vous voyez? Donc, quand on termine le chargement d'instruction 1 et on le fait passer à la phase décodage, là, en parallèle, puisque l'unité qui se charge du chargement d'instruction, là, elle devient libre. Alors, on peut l'utiliser pour charger l'instruction I2. Et ensuite, l'instruction I3. Il y a un moment donné, regardez ici, à ce niveau-là, voici l'axe de temps. À l'instant, donc ça, c'est l'instant 0, 1, 2. À l'instant 2, là, j'aurai les trois instructions. I1, I2 et I3 qui s'exécutent en parallèle, mais chacune dans une phase différente. Chacune dans une phase différente ou dans une étape différente. J'ai l'instruction I1, elle est donc dans la phase ou l'étape exécution, c'est-à-dire elle est en phase finale. L'instruction 2 est à l'étape décodage et l'instruction 3 est à l'étape chargement. Vous voyez? Voilà. Et donc, c'est-à-dire, au lieu d'attendre juste normalement classiquement avec le 8086, je ne peux pas lancer l'exécution de l'instruction 2 tant que l'instruction I1 n'est pas terminée. Ça veut dire que je dois attendre jusqu'à la fin de l'instruction 1 pour lancer l'instruction 2. Ensuite, je dois attendre jusqu'à la fin de l'instruction 2 pour lancer 3. Normalement, j'aurai un temps d'exécution pour ces trois instructions. Donc, pour chaque instruction, j'ai 3 unités de temps. Fois 3, ça veut dire 9.
Alors qu'avec le pipeline, j'ai combien d'unités de temps? Une, deux, trois, quatre, cinq. Vous voyez, c'est-à-dire, j'ai mis 5 unités de temps au lieu de 9. J'ai gagné donc 4 unités de temps. Ça, c'est juste pour 3 instructions. Imagine si j'ai un programme qui est composé de je sais pas combien d'instructions, hein. Vous voyez. Et voilà. Donc pour le cours, on a bouclé donc le chapitre du microprocesseur. Euh, donc voilà, donc là je vous donne une pause de un quart d'heure pour passer au titre. S'il n'y a pas de questions, bien sûr. Monsieur,